Donc, bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude, on va pas faire de palettes, mais on va se plonger dans les bilans des NCG, les bilans des NCG qui sont sortis. Bilan sur la saison 2023-2024, on va surtout voir le dernier bilan comptable des Girondins de Bordeaux au niveau professionnel, du coup, 2023-2024, puisque c'est l'été dernier que ils sont tombés en National 2, que Gérard Lopez a jeté l'éponge, jeté le centre de formation, jeté le statut professionnel. On va voir où en étaient les Girondins à ce moment-là, sachant que je rappelle que dans les mois précédents, on nous a annoncé l'arrivée d'investisseurs minoritaires, on nous avait parlé du club le moins endetté de France ou d'Europe, je ne sais plus exactement, on nous avait parlé d'une situation assainie. On va voir, hein. On va voir si c'était bien assaini tout ça. Spoiler, pas du tout, bien sûr. Alors j'avais fait une vidéo il y a quelques temps où on était revenu sur la masse salariale des Girondins de Bordeaux. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube en remontant un petit peu, sinon je la mets là si vous cherchez le lien. Mais donc on va aller voir le résultat 2023-2024 des Girondins de Bordeaux et surtout comparer avec les années précédentes parce que c'est ça qui est intéressant parce que un résultat en lui-même, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on regarde les statistiques d'un joueur, on compare avec le reste pour que ça ait vraiment du sens. Quand on voit les résultats d'un club, il faut comparer aux années précédentes, il faut comparer avec les autres aussi, pour voir où le club se situe exactement, et vous allez voir que c'est pas brillant, évidemment. Donc pour ceux qui ont l'habitude des bilans des NCG, ils sont toujours présentés de cette façon-là. Vous avez les recettes, avec 4 types de recettes sur les derniers bilans des NCG. Parfois, les années précédentes, c'était un peu plus détaillé. Mais voilà ce qu'on a à chaque fois. Et sur les dépenses, voilà ce qu'on a aussi à chaque fois. C'est-à-dire, vous avez la rémunération du personnel chargé, c'est la masse salariale, amortissement des indemnités de mutation, honoraires d'agent intermédiaire, et après tout le reste est dans quelque chose qui s'appelle autre charge, où on peut mettre vraiment tout et n'importe quoi. Et donc c'est difficile. On aimerait bien avoir plus de détails sur ces autres charges. Mais malheureusement, pour l'instant, dans les bilans des NCG, en tout cas ce qui est rendu public, ça s'arrête là. Donc ça, ce sont les résultats des Girondins de Bordeaux. Voilà, entre 2016-2017, donc les dernières années de M6, jusqu'à 2023-2024, la dernière année de Gérard Lopez. Et donc c'est l'occasion de passer un peu tout en revue. Et le cabanon, on va évidemment parler autres charges et autres produits. C'est très très flou. Donc c'est l'occasion par exemple de voir ce qui se passe quand vous êtes un club de Ligue 1 en 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, et qu'il y a le Covid plus Media Pro. Et c'est l'occasion de voir l'impact sur les Girondins, mais les autres clubs de Ligue 1 ont un impact un peu similaire. Regardez que les droits télé sont divisés quasiment par deux après. Et ensuite, 2021-2022, c'est la dernière saison de Bordeaux en Ligue 1. La chute en Ligue 2 avec le parachute lors de la première année. Donc une aide pour les clubs qui viennent de descendre. Et par contre, la deuxième année en Ligue 2, vous avez plus parachute et donc vos droits télé s'effondrent et sont divisés par un peu plus de 2. Donc ça déjà, c'est intéressant à noter, l'évolution des Girondins à ce niveau-là. Bon, la partie sponsoring, évidemment, ça se réduit. La partie recette match, vous voyez, il y a l'impact du Covid à un moment donné, ici. Ça, c'est pas la peine de trop s'arrêter là-dessus. Donc ce qui est intéressant, évidemment, c'est qu'on a une chute énorme des produits entre 2016-2017 et 2023-2024. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est ce qui se passe alors que les produits, les recettes chutent. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté des dépenses? Et c'est là que on va se rendre compte que on allait dans le mur complètement du côté de Bordeaux. Alors c'est l'occasion aussi sur la rémunération du personnel chargé, donc la masse salariale, c'est l'occasion de se rappeler de nos rois de chez GACP, les Américains, qui, je vais essayer de retrouver la déclaration. Donc je vous parlais des Américains sous GACP, je vous rappelle de Joe Dagrossa, quand il nous dit, de manière générale, je comprends qu'ils aient envie d'avoir une super équipe, les supporters râlaient en été en septembre 2019. Donc il venait d'arriver. Nous le voulons tous, après vous devez regarder ce que nous avons fait depuis 9 mois que nous sommes ici. On a augmenté la masse salariale de 11 millions d'euros par an. Beaucoup de supporters oublient cela. Donc c'était leur objectif, augmenter la masse salariale. Et en effet, c'est vrai. Regardez, on est en 2018-2019, la masse salariale était à 60 millions, la même que 2007-2018 sous M6. Et en effet, 11 millions d'euros, la masse salariale a été augmentée. Voilà, donc bravo Joe Dagrossa. C'est vraiment un objectif d'augmenter la masse salariale, tout en n'augmentant pas du tout les produits. Vous voyez que ça chute, même s'il n'y avait pas eu
l'histoire de Mediapro, le club aurait été dans l'eau complètement, parce que quand vous voyez en bas le résultat hors mutation, on était à moins 70 millions, vous ajoutez 20 millions ici, vous auriez été à moins 50 au lieu de moins 70. Bon, l'écart est pas immense. Donc c'est intéressant aussi de revenir aussi sur cette merveilleuse période GACP, où beaucoup de personnes se sont régalées sur le dos du club. Bref, on avance dans le temps petit à petit, mais on peut aussi s'arrêter justement sur GACP et les fameuses commissions d'agents, honoraires d'agents intermédiaires ici. Alors c'est le lot de tous les clubs, de donner de l'argent à des agents, mais il y a des clubs qui en donnent plus que d'autres. Et qui en donnent plus que d'autres par rapport, on va dire, à leurs produits. Et on comparera ça d'ailleurs avec d'autres clubs tout à l'heure. Mais là, par exemple, sous M6, les commissions d'agents représentaient 4,3% du produit. Voilà, des recettes, à chaque fois. Sous la deuxième année de M6, on monte à 6%. Première année où GACP a vraiment la main dessus, on monte à 10%. Donc, les commissions d'agents représentent 10% du chiffre d'affaires. Et on peut continuer à avancer jusqu'à arriver jusqu'à Gérard Lopez, où les commissions d'agents, lors de la dernière année en deuxième division, représentaient plus de 20% du chiffre d'affaires du club. Et vous verrez tout à l'heure que personne ne fait mieux, évidemment, en Ligue 1 à ce niveau-là, et en Ligue 1 et en Ligue 2 d'ailleurs. Hein. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et la masse salariale, là aussi, on a l'explosion donc sous GACP. La masse salariale passe à 134%, représente 134% des recettes. On est à 54 millions de recettes, 72 millions de masse salariale. On monte encore 161% du PIB quand King Street prend la main. Et après, sous Gérard Lopez, alors ça va un peu baisser. 114% des produits la dernière année en Ligue 1. Donc là, ça baisse déjà un petit peu. Mais ça remonte ensuite en Ligue 2. Alors que le club chute. Et là, c'est Gérard Lopez qui a la main sur tout. Hein. À ce moment-là, il a la main sur absolument tout. C'est lui qui donne les salaires qui font que cette masse salariale reste à 130% du produit. Et évidemment, la masse salariale, certes, d'une année à l'autre, entre 22-23 et 23-24, elle baisse de 4 millions. Mais, vu que les revenus baissent complètement, la masse salariale par rapport au produit, évidemment, ce chiffre explose. Et on arrive à 180% des recettes. Voilà. Donc quasiment deux fois les recettes pour la masse salariale. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point. Et justement, moi, je vous parlais des comparaisons, je voulais aller les faire que tout à l'heure, mais c'est pas mal. Vu qu'on est sur les agents et sur la masse salariale, je vais vous montrer la comparaison avec les autres clubs de Ligue 1. Ici, donc, là vous avez les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, avec Lyon en bas, parce que Lyon n'est pas présenté de la même façon, donc on n'a pas tous les chiffres pour l'Olympique Lyonnais. Mais par exemple, on peut faire ce classement comme ça, voilà. Là, tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sont classés selon le total de leurs produits, donc total des recettes sur l'année écoulée. Donc évidemment, on se retrouve dans une situation où tous les clubs de Ligue 1 sont au-dessus grâce aux droits télé, évidemment. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais donc, les deux chiffres que je venais d'évoquer, donc la masse salariale par rapport aux recettes, le rapport entre les deux. Les Girondins en Ligue 2 la saison dernière avaient une plus grosse masse salariale que Toulouse, Le Havre, Metz et Clermont, donc que 4 clubs de Ligue 1, et une masse salariale finalement pas très loin de celle du Stade Brestois, parce qu'il y avait 3 millions d'euros. Donc le Stade Brestois en Ligue des Champions l'année dernière, 3,5 millions d'euros de plus, 3,3 je crois, non 3 millions d'euros de plus que les Girondins de Bordeaux en termes de masse salariale, et ils vont chercher la Ligue des Champions. Et donc, la masse salariale par rapport aux produits des Girondins. Attention, vous n'êtes pas prêts? Voilà. Évidemment, 178%. La masse salariale représentait 178% des produits. Voilà, personne fait pire. Hein, et de très très loin, parce que la deuxième masse salariale la plus élevée par rapport aux produits, par rapport aux recettes, c'est le Paris FC, qui a bien fait d'être acheté quand même par les Arnaud. Ils vont avoir des trous à combler, je pense, pendant quelques temps. Vient ensuite Valenciennes 112%, qui est tombé en national, comme vous le savez. Le Stade Rennais, 104% des produits pour la masse salariale. Donc la masse salariale représente l'intégralité des recettes du club, hein, voire un peu plus. Et derrière, vous avez Amiens, le Amiens de John Williams, au passage, et de Joannin aussi, bien sûr, le président, qui laisse faire. Caen, là aussi, le rachat... Il va faire du bien, mais il va falloir éponger pas mal de choses. Et vous aviez Lorient, qui est tombé en Ligue 2. Alors, et ensuite, vous avez Monaco, Reims, Montpellier, Nantes. Donc voilà, un petit classement qui est intéressant, quand même, je trouve. La masse salariale par rapport au produit. Et maintenant,
les honoraires d'agents. Les honoraires d'agents et les commissions. Voilà ce que ça donne aussi. Donc, qui sont les clubs les plus généreux au vu de leurs revenus avec les intermédiaires et les agents? Vous avez Bordeaux, 22% des recettes correspondent à ce qui a été donné là, en 2023-2024 aux agents et aux intermédiaires. Derrière, on a Reims à 18%, Amiens à 17%, puis Rennes, Lorient, Strasbourg et Montpellier, on est au-dessus de 10%. On a 3 aussi qui donnent pas mal. Et après, il y a un petit gap quand même. Vous avez Angers-Marseille entre 7 et 8%. Et à l'autre bout, ce qui est intéressant à l'autre bout, c'est qu'on a un club qui avait Gérard Lopez avant et qui n'a plus Gérard Lopez aujourd'hui. C'est le LOSC, que vous voyez ici, là, qui est le club de Ligue 1 qui, par rapport à ses revenus, donne le moins aux agents et aux intermédiaires, puisqu'ils donnent 2,6% de leurs recettes aux agents et aux intermédiaires. Donc, comme quoi, on peut continuer à faire des bons coups sur le marché des transferts, parce que le LOSC a plutôt bien senti les coups, même après Lopez, sans forcément avoir besoin de donner beaucoup à des agents. Il y a des clubs qui recrutent bien sans forcément donner beaucoup. Donc ça, c'est aussi quelque chose à garder dans un coin de la tête. On va revenir sur ce tableau après, mais on va revenir maintenant sur les Girondins. C'était histoire de comparer avec le reste de la Ligue 1 pour ce qui est masse salariale par rapport aux produits et honoraires d'agents. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, les honoraires d'agents des Girondins, ils sont combien en valeur absolue, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e club le plus généreux avec les agents la saison dernière, sachant que Bordeaux était en Ligue 2 et que c'est plus que Le Havre, Clermont, Brest, Nantes, Metz, Toulouse, Monaco, Lille. C'est l'occasion aussi de voir, en descendant un petit peu, les résultats. On va, par exemple, les autres charges. Alors malheureusement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière les autres charges. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est toujours compliqué de savoir. Néanmoins, on peut juger avec les ordres de grandeur. C'est-à-dire que vous avez autres charges sous M6. On était entre 28-30 millions d'euros. Ce qui est quand même une somme. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais c'est des prestataires, etc., etc. Sous GACP, ça pète. On passe à 48 millions d'euros d'autres charges. Donc ça aussi, maintenant, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Ça rebaisse sous King Street. On se retrouve entre 32, 33, 24, 25. Donc on peut se dire peut-être que les autres charges de base pour un club comme les Girondins de Bordeaux, on est peut-être entre 24, 25 et 30. Puisque sous King Street, a priori, il y avait aussi un moment où on réduisait énormément les coûts. Et peut-être on laissait moins sortir d'argent du club. Et ça re-explose. À l'arrivée de Lopez, on passe à 54 millions. Et après, il y a la baisse, mais qui est peut-être forcée par la descente en Ligue 2. Donc, qu'est-ce qui justifie cet écart entre 24, 27, 30, sachant qu'on est sur un club de Ligue 1, le fonctionnement d'un club de Ligue 1. On passe de 24 à 47 ou de 30 à 53. Donc, il y a 20-25 millions d'euros. Qu'est-ce que c'est? A priori, c'est pas le fonctionnement du club, c'est autre chose. Ça serait bien, qu'est-ce qu'on aimerait savoir ce qu'il y a derrière les autres charges. Mais bon, on le saura pas, malheureusement, en tout cas pas pour l'instant. Qu'est-ce qui fait que là on a un club de Ligue 1 qui fonctionne, là aussi on a un club de Ligue 1 qui fonctionne, et là on a un club de Ligue 1 qui fonctionne, le même, mais il y a entre 15, 20, voire 15, 20, 25 millions d'euros en plus qui sont dépensés. Qu'est-ce que c'est? On aimerait le savoir, bien sûr. Allez, on descend. Donc, résultat du club. Donc, hors mutation. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le fameux déficit structurel quand on est en déficit. Voilà, c'est le cas. Hein. Donc, sous M6, évidemment, c'était pas les exercices les plus relisants, hein, évidemment, pour les Girondins de Bordeaux à l'époque. On était à moins 19 millions, moins 40 millions. Alors, évidemment, sur le moins 40 millions, je crois que c'est l'année où Bordeaux se disait, de toute façon, on va vendre Malcolm, donc ça va le faire. Je crois que c'était cette année-là. Bref. Toujours est-il que ça, c'était le déficit sous M6, et ça, c'est le déficit sous GACP King Street, puis le déficit sous Lopez. Les 3 dernières saisons, c'est sous Lopez. On voit pas d'amélioration, hein. Et on fait quand même pire, aussi, toujours, que M6 dans sa pire année. Donc, voilà, sachant que là, les 2 dernières, on tombe en Ligue 2 en plus, et on ne fait rien pour essayer d'améliorer les choses. Les mutations, donc ça, c'est les transferts qui ont été effectués. Ça nous amène, on descend au résultat net. Donc les 2 dernières années sous M6, grâce au transfert, on passe de moins 18 à moins 15, de moins 39 à moins 21. Voilà, ça c'est pour M6. Et ensuite, donc, sous Lopez et GACP, on a moins 25, moins 35, moins 67, moins 53, 19 millions, plus 19. Alors vous dites, qu'est-ce qui s'est passé, plus 19? Il y a juste un résultat exceptionnel
Et je crois que ça correspond à un abandon de créances de la part de King Street et Fortress. En tout cas, c'est ce résultat exceptionnel qui fait basculer le club en positif. Sinon, on serait à moins une dizaine de millions d'euros. Du coup. Et du coup, moins 55 le résultat net des Girondins de Bordeaux sur la saison 2023-2024. Et là, on va revenir au comparatif sur la saison en cours pour comparer le résultat net. Peut-être aussi Ismaël, en effet, CVC qui s'ajoute à ça. Le résultat net des Girondins de Bordeaux comparé. Alors là, on va être. Je vais vous le montrer, ça va apparaître à droite. Voilà, faut regarder ça. Le résultat net donc des Girondins de Bordeaux, où se situe-t-il par rapport aux autres clubs de Ligue 1, Ligue 2 sur la dernière saison 2023-2024 ? Voilà où se situent les Girondins de Bordeaux. C'est le deuxième club le plus déficitaire, Ligue 1 et Ligue 2 confondus, derrière le Paris Saint-Germain, moins 60 millions d'euros, et devant l'Olympique de Marseille, moins 40 millions d'euros. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose à ça ? Je ne pense pas. C'est absolument hallucinant qu'on se retrouve dans une telle situation. C'est surréaliste. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, il n'y a pas grand-chose à commenter. Mais ce qui est intéressant dans ce tableau, et ça va m'amener à ma petite bascule que j'avais prévue, mon petit plot twist, c'est regarder qui est tout en haut. Regardez qui est tout en haut. C'est Lille. Lille, ancien club de Gérard Lopez, bien entendu, qui a un exercice positif, alors certes avec transfert, évidemment, avec 42 millions de ventes, ici vous voyez le résultat, le produit des mutations. Mais donc Lille, résultat net, c'est le club qui le mieux a le meilleur résultat net sur la saison 2023-2024. Et justement, c'est intéressant d'aller voir Lille sur la manière dont le club s'est relevé financièrement après Gérard Lopez. Donc on va aller voir, parce que j'ai les chiffres aussi. 16 octobre 2016, donc 16 octobre 2016, on est dans le courant de cette saison-là. Gérard Lopez entre en négociation exclusive avec Michel Sédou durant cette saison-là. Et ensuite, j'imagine qu'il prend le contrôle du club. Vraiment, sa première vraie saison, c'est là. Donc c'est intéressant à regarder, pour voir ce qui s'est passé avant-après. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous voyez que Lille a vécu la même chose aussi au niveau des droits télé. Alors, il y a eu de la Ligue des Champions aussi pour le LOSC. Hein. Là, il y a eu le titre de champion. Et ensuite, il y a eu plus de Ligue des Champions derrière. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est ici, au niveau des honoraires d'agents et des autres charges. Voilà. Les honoraires d'agents et les autres charges. Alors évidemment, vous avez l'augmentation de la masse salariale aussi un petit peu. Hein. Et surtout, on va voir sur les dépenses, surtout. Donc Lopez se fait sortir en décembre 2020. Donc on est à cheval entre ces deux exercices-là. C'est entre ces deux exercices-là qu'il se fait sortir. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir ce qui se passe à partir de 21-22, où c'est le premier exercice. Donc l'étang arrive au cours de cette saison-là, et il prend vraiment la main, du coup, l'année d'après. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Moi, ce qui est intéressant à noter, notamment, c'est au niveau des horaires d'agents et intermédiaires. Vous voyez qu'entre 21 et 21-22, il y a une grosse chute. Ici, on passe de 12%. On est monté jusqu'à 25% hein, quand même. Hein. Les commissions, les honoraires représentaient 25% des recettes en 2019-2020. Puis 12% en 2020-2021. Et ça tombe à 2,8% en 2021-2022. Et depuis, vous voyez que c'est stable. Hein, depuis 21-22. Et toujours est-il que je voulais surtout faire cette comparaison pour mettre l'accent sur la partie honoraire d'agent, commission produit. Vous voyez que sous Lopez, on explose, on arrive à 25%. Et en fait, sous l'étang, on a chuté. Non, la seule question que je me pose, c'est la partie autre charge ici, vous voyez, qui continue d'être très élevée en 21-22. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Est-ce qu'ils ont résilié, mis fin à des contrats et ça a coûté cher ? Je ne sais pas. C'est une question qui peut se poser aussi. Bref, tout ça pour dire que ensuite, 22-23, ça continue de baisser les autres charges. Et vous voyez aussi la masse salariale. Hein. La masse salariale qui augmente, qui continue d'augmenter et qui finalement commence à baisser après
l'arrivée de l'étang pour arriver à 75 millions au lieu de 90 en 2019-2020, etc. Et ça se voit aussi quand on va un peu plus loin. Ouais, je me dis que c'est peut-être des indemnités de licenciement en effet, pour sortir certaines personnes et certains joueurs. Je sais plus exactement comment ça s'était passé. Toujours est-il que là, si vous regardez les résultats, bon bah, ouais, ça fait 3 années d'affilée que le LOSC termine en positif. Alors c'est toujours grâce au transfert. Hein. Le déficit structurel est légèrement résorbé, mais c'est pas non plus un club qui n'a pas besoin, on n'a plus besoin de faire de transfert pour être dans le vert. Mais comparer les résultats hors mutation, sous Lopez, on est à moins 103, moins 92, moins 94, moins 92, et on tombe à moins 37, grâce aussi à la Ligue des Champions, hein, au passage, qui a permis au LOSC aussi de se refaire plus rapidement que, entre guillemets, prévu. Et ensuite, moins 37 et moins 20 de déficit structurel sur la saison 23-24, avec 40 millions de ventes, et donc un résultat positif de 16 millions d'euros. Et ce qui est intéressant aussi, quand on regarde le LOSC, c'est d'aller voir à droite les actifs, la question des actifs et des passifs. Alors, c'est un endroit où je maîtrise pas tout, vraiment pas, donc je vais me focaliser sur les trucs que je connais et que je peux vous raconter. On va s'intéresser par exemple aux fonds propres, situation nette. Et le LOSC sur la saison 23-24 est repassé en positif ici au niveau des fonds propres. Ils sont passés en positif là. Alors que, bon, bah, regardez, hein, on était à moins 44, moins 142, moins 69, moins 46, moins 70. Lopez se fait sortir et depuis, il y a une amélioration ici. Tout comme une amélioration au niveau de la dette financière. On était à 111, 249 millions de dette financière, 129, 60 millions, 94 millions. Ça baisse, 26 millions, 10 millions, 7 millions. Donc là aussi, on est sur une pente positive. Évidemment, à l'inverse, il y a le CCA qui a augmenté ici. Mais il vaut toujours mieux devoir du fric à son actionnaire tant qu'il est prêt à remettre de l'argent dedans, que à un organisme financier qui va vous prendre souvent avec des intérêts. Donc voilà, il y a eu ce petit tour de passe-passe ici. On fait passer une partie de la dette sans doute, et c'est couvert par les actionnaires. Et d'ailleurs, c'est exactement, si on revient sur le cas de Gérard Lopez et de Girondins de Bordeaux, c'est exactement ce qu'a fait Lopez à Bordeaux. Quand on nous dit, à cette époque-là, vous voyez, la dette financière des Girondins, là, sous M6, il n'y en avait pas. GACP arrive, évidemment, la dette financière explose parce que GACP doit du fric à King Street, à Fortress. Donc ça explose. 38 millions, puis 53 quand Lopez arrive. Et ensuite, le tour de passe-passe, entre guillemets, c'est le même qu'il y a eu à Lille. C'est on passe de 53 millions de dette financière à 7, mais on passe à 45 millions de comptes courants d'actionnaires de l'un à l'autre. C'est la même chose, au final, qui s'est passé dans les deux cas. On n'a pas du tout eu une amélioration une situation qui s'est améliorée, au niveau des fonds propres, puisque la situation nette, donc les fonds propres, on passe en négatif ici à moins 30 millions courant saison 2020-2021, et depuis moins 60, on redescend à moins 30, et là, la dernière année, on est à moins 87 millions au niveau des fonds propres. Sachant que les fonds propres, c'est le fameux truc que la DNCG vous demande de remettre à zéro pour pouvoir démarrer la nouvelle année. Donc c'était assez compliqué, je pense, de remettre les fonds propres à zéro lors de la dernière saison. Oui, c'est intéressant aussi de voir la provision RSC, donc risque et charge. C'est les prud'hommes. Et vous noterez, bon, il y avait... c'est les prud'hommes, entre autres choses. Donc vous avez 3 millions, ça monte à 6 millions sous GACP. Et à partir de l'arrivée de Lopez, il y a Petkovic évidemment, mais ça monte à 19 millions. Puis ça baisse 16 millions, et là il y avait 21 millions qui étaient en provision, risque et charge, avec tous les gens qui ont été sortis du club avant même le plan social qui a mis fin à toute l'histoire l'été dernier. Donc voilà. La dernière chose que je voulais dire au final quand on fait un point sur l'historique comme ça des Girondins de Bordeaux, l'historique financier, l'historique des bilans. La saison dernière, on avait
à partir de janvier jusqu'à mars-avril, on nous a dit, on nous a répété qu'il y avait des discussions avec des minoritaires, des potentiels investisseurs minoritaires, qui étaient censés venir pour aider le club, etc., etc. Et on nous a dit, à la fin de l'année, quand il n'y avait plus de minoritaires, et que le club allait tomber, on nous a dit « Ah oui, mais les minoritaires, ils sont pas venus parce que les résultats sportifs étaient mauvais. Et c'est les résultats sportifs qui ont fait fuir les minoritaires. » Non. Un minoritaire, il arrive dans le club, son objectif, c'est que son argent serve au développement du club. C'est pas que son argent se retrouve dans un panier percé et serve juste à boucher des trous. En l'occurrence, je crois que les chiffres, comme on disait, c'était des discussions avec 3 minoritaires à hauteur de 30 millions d'euros. À quoi ça aurait servi un minoritaire de 30 millions d'euros, un minoritaire qui apporte 30 millions d'euros quand vous avez un résultat net à moins 55 ? Faut m'expliquer. Et des fonds propres, en plus, à moins 87 ou moins 90. Moins 87, c'était exactement. À quoi ça sert d'avoir quelqu'un qui arrive et qui pose 30 millions sur la table ? Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que le premier minoritaire, le moindre minoritaire qui arrive à Bordeaux, qui ouvre la data room et qui voit ça, mais c'est ça qui le fait fuir. C'est pas du tout les résultats sportifs. Les résultats sportifs, j'ai presque envie de dire, ils s'en fichent. L'investisseur, il va d'abord regarder les résultats financiers. Et quand tu regardes ça, le club, c'est impossible aujourd'hui, enfin, c'était impossible à l'époque, pour quelqu'un d'arriver et de dire « Ok, je mets des sous, mais tu continues à gérer. » Non, le seul moyen de mettre des sous, c'est de prendre la main. C'est de prendre le contrôle. Parce qu'on ne va pas laisser quelqu'un comme Lopez continuer à gérer le club, à l'époque, je parlais à l'époque, continuer à gérer le club quand on voit ces résultats-là. C'est pas possible. Sachant qu'en plus, les résultats sportifs n'étaient même pas là. Donc, il n'y avait même pas ce côté, bon, on s'en fiche de la gestion, de toute façon, le sportif va nous tirer vers le haut. Non, il n'y avait même pas de résultats sportifs. Donc, c'est ça qui fait fuir les minoritaires. C'est pas autre chose. Et le truc aussi, c'est que, avec son CCA là, de 35 millions, qui était à 45 l'année d'avant, et qui donc est tombé à 35 parce qu'il a récupéré 10 millions, hein, quand même, au passage, entre la 22-23 et la 23-24, il a récupéré des sous. En tout cas, il en a récupéré au moins par là. C'est que le minoritaire, quand il arrive, Lopez peut lui dire « Ah oui, non, mais moi, c'est 30... je vais au moins récupérer ma mise, c'est au moins 35 millions. » Mais le club, aujourd'hui, il vaut zéro. Hein. Le club, il vaut zéro. Et qui fait que le club vaut zéro ? Et qui a fait que le club vaut zéro aujourd'hui, en tout cas à l'été 23-24 ? C'était Lopez. Et quand un investisseur met des ronds et perd, ben, il s'en va. Il s'en va, il cherche pas à récupérer quoi que ce soit. C'est perdu. T'as joué, t'as perdu. T'as mis 90 personnes, t'as mis 100 personnes, voire plus peut-être sur le carreau. Parce qu'on parle pas des fournisseurs autour qui sont pas payés. Dans les autres dettes, là, vous voyez en bas, là, il y a 50 millions d'autres dettes. Hein. Et ce chiffre-là, il a pas baissé sous Lopez. Hein. Et donc les autres dettes, c'est des dettes à des fournisseurs, etc., j'imagine. 51 millions hein, ici. Donc ça aussi, ça n'a pas baissé, hein, vous voyez. On passe de 36 à 42, on baisse un peu et on explose l'année d'après. Voilà. Aujourd'hui, Bordeaux est bloqué, entre guillemets, par son actionnaire. Bordeaux ne peut pas se relever autrement qu'avec lui pour de mauvaises raisons. Voilà, pour de mauvaises raisons. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation des Girondins de Bordeaux à l'été 23-24. Malheureusement, on n'a pas, pour l'instant, d'infos particulières sur la situation sur l'année en cours. Je ne sais même pas si on pourra trouver les bilans 24-25, ce sera intéressant de mettre le nez dedans, mais je ne suis pas sûr que la DNCG fédérale mette à disposition ce genre de chiffres. Donc voilà, c'était le dernier bilan professionnel des Girondins de Bordeaux. J'espère que ça ne vous a pas plu. Et c'était intéressant aussi de comparer avec le reste de la Ligue 1. Donc je rappelle, hein, Bordeaux, pire résultat net sur l'année 23-24, derrière, juste après, le PSG. Mais Bordeaux n'a pas un état capable de le renflouer, bien sûr. Donc forcément, Bordeaux est tombé. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, ce dont je ne doute pas, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à laisser un pouce, lâcher un commentaire, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme, pour rendre les vidéos encore plus visibles et du coup me motiver à en faire encore plus. Donc je compte sur vous et à bientôt pour un prochain sujet vidéo. Ciao!